On est dans le podcast, je pense. Je pense que c'est Bienvenue, Marin. Bonsoir, Alexis. Bienvenue au podcast du SECO. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Salomé Perly, qui vient nous parler de son dernier album, Chant de l'âme, et de ses études à la maîtrise à l'Université de Montréal. Donc, je suis avec Marin Gauthier. Comment ça va, Marin? Ça va bien, toi, Alexis? Ça va bien. On vient de monter une grande montagne. Sport extrême. On n'a pas mis la cam vers la vue parce que c'est à contre-jour, mais nous, on a droit à un beau panorama de la ville nord. Sans parler de la neige. À ces altitudes extrêmes, il y a de la neige un peu partout. Ouais. C'est compliqué. Mais on est très content d'avoir Salomé avec nous. Comment ça va, toi? Ça va super bien. Très heureuse d'être là. Oui, magnifique. Un peu chaud pour l'instant. Cibole, ouais. On enregistre en canicule post-Saint-Jean. Est-ce que vous avez des climatiseurs, vous, chez vous? Non, je suis contre. Moi aussi. Ma copine, elle est pour à 100%. Ah ouais. Hein. Elle nous a commandé un air climatisé. Aïe. Et il arrive juste après la canicule. Après le podcast. Ça va être un climatiseur complètement inutile. Ouais, moi, j'étais contre pendant plein d'années. J'ai toffé, mais cette année, j'en ai un. Ouais, je suis passé de l'autre bord. Je suis vraiment désolé. Faible. Mais juste pour les journées chaudes. Juste quand il fait chaud. Ouais, non, mais... Juste quand c'est comme épouvantable. Puis ça empêche de fonctionner, mais sinon, je vais essayer de ne pas le mettre. C'est ça, hein, parce qu'à un moment donné, il y a un certain seuil de chaleur qui nous rend plus fonctionnels. Et en même temps, les climatiseurs augmentent la température et la pollution. Fait que genre, c'est une espèce de... Ouais, c'est un cercle infini. Ouais. C'est vraiment représentatif de l'ambivalence de l'être humain, je trouve, dans sa volonté de faire le bien et de faire le mal en même temps. Tu vois. Tout ça dans le confort extrême, avec un climatiseur, dans le confort. Un confort et en même temps une avancée plus rapide vers la fin du monde, tu vois. Effectivement. Ouais. Anti-climatiseur. Je m'en débarrasse ce soir. C'est décidé. C'est l'objectif du podcast. Avec mon ordinateur. On va parler des climatiseurs. Ma laveuse. Ouais, on défait ça. Ah, mais no judgment. No judgment. Ben non. Juste quand il fait chaud. C'est pour ça qu'on l'a. Non, mais j'ai de la misère à être productif, moi, par cette chaleur. Je pratique pas beaucoup. J'écris pas beaucoup. Je dors beaucoup. Mais c'est aussi tout le problème de la productivité, de dire, on est-tu obligé d'être super productif pendant qu'il fait 45 humidettes, dans le sens, ça va, là, on peut juste s'asseoir aussi des fois puis rien faire. Là, ça... Je pense qu'en Espagne, j'ai entendu qu'il y avait 1 heure pour la sieste, parce qu'il fait très chaud. Il paraît que oui. Pâques, c'est l'heure de la sieste. Ce serait bien qu'on incorpore ça un peu au Québec. Ouais. Ben ouais, même mais l'hiver. On dirait que ça fonctionne pas avec la mentalité capitaliste nord-américaine. D'imposer un temps pour juste se reposer. Ça fonctionne Pas avec moi. gagner d'argent, c'est comme... Ça fonctionne pas. Je dirais pas non. On va être obligé à un moment donné. Quand le mur va être frappé, ouais. Mais je pense que l'hiver devrait être la saison de la sieste, en fait. Ça n'a pas rapport qu'on fasse quoi que ce soit on hiberne. En novembre puis avril. Genre, ça n'a pas rapport. Je suis d'accord avec toi. Il fait noir. Quand on mange de la viande super salée, puis c'est tout, là. Je m'arrête, là. En tout cas, je suis tanné. Bon, ceci dit, enchaînons. Cold open. Salomé, on a écouté ton album à plusieurs reprises pour la recherche. Plus qu'une fois. Des dizaines et des dizaines. J'ai beaucoup aimé. Ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Puis on a aussi on a lu ta thèse. Bravo, man! Non, c'était intéressant. D'ailleurs, Alexis, toi, tu es en train d'écrire la tienne et je pense que ça t'a donné... Je suis en train de faire mon mémoire de maîtrise. Ça t'a inspiré. Mais absolument, parce que, tu sais, on va en parler, mais on a des sujets un peu similaires dans le sens qu'on parle de l'humain, on parle du travail avec l'humain, avec ses émotions. Tu sais, moi, je fais un mémoire sur la collaboration en musique électroacoustique. Puis, toi, tu as fait des... Donc, toi, tu étais beaucoup musicothérapie... Oui puis non, dans le sens que je suis absolument pas formée, compétente pour parler de musicothérapie, mais j'utilise la musique à des fins thérapeutiques, personnelles. C'est-à-dire pour comprendre des choses sur moi, mais certainement pas pour guérir d'autres personnes. Musicothérapeute, c'est vraiment des gens qui vont comme utiliser la musique pour apporter du soin aux autres, comme des psychothérapeutes ou quoi. Mais moi, j'ai défini mon approche comme musicothérapeutique parce que la musique, c'est mon vecteur de guérison et compréhension de mon expérience humaine. Fait que c'est ça. On peut parler un peu de ton background. Toi, tu viens beaucoup du jazz, si j'ai bien compris?
Pas tout à fait. C'est le moment un peu long et un peu non, mais c'est un peu parfait, c'est super évasif. intéressant. On va Mais apprendre. j'ai été extrêmement curieuse tout au long de mon apprentissage musical. J'ai fait le conservatoire classique. Après ça, j'ai fait un cursus en musiques actuelles et en improvisation libre. Donc, j'ai eu un mentor qui m'a suivi pour l'aspect création, puis qui offrait des ateliers d'improvisation libre, donc qui ne sont pas liés à comme des harmonies qui sont déjà fixées, comme en jazz, par exemple. Ce qui m'a permis de développer un langage autant instrumental que vocal, que n'importe quoi, très personnel, assez tôt, finalement. Puis après ça, j'ai découvert ce fameux cursus de musique numérique à l'Université de Montréal. J'ai fait mon premier voyage au Québec. J'ai plongé dans la musique électroacoustique, que vous connaissez bien tous les deux. Puis je trouve personnellement ce programme à l'UDM vraiment fantastique dans l'aspect développement de la créativité de toutes les personnes qui sont là-dedans. Donc, j'ai embarqué dans un DESS, j'ai fait ça pendant 3 ans. J'ai combiné l'électro avec la danse et les arts visuels pour finir par faire la performance à Mutec en 2021 comme un espèce de point final à tout ça. Et après ça, j'ai voulu faire de la chanson, revenir vraiment à l'aspect juste jouer sur un piano et chanter parce que passer par 1 million d'interfaces, à un moment donné, ça freine quelque peu des fois l'élan de juste vouloir s'exprimer avec un instrument vite, rapidement. Et donc c'est ça, après ça, il y a eu la pandémie, puis là, je suis retournée donc dans la chanson et en même temps, je m'intéressais vraiment beaucoup au jazz. Puis dans le cadre du DSS, j'ai pu prendre des cours en jazz. Donc là, je dirais que j'ai commencé à apprendre le jazz il y a genre 3 ans. Il y a 3 ans? Ouais. OK, ça m'étonne. C'est très récent pour moi. Ouais. Mais j'ai vraiment plongé tête la première. Puis j'ai rencontré plein de musiciens qui m'ont appris plein de choses. Puis c'est ça, pendant ma maîtrise en composition qui est arrivée juste après. Là, j'ai vraiment consciemment choisi d'osciller entre le jazz et la musique contemporaine, avec beaucoup moins d'électronique pour le coup. Mais donc c'est ça. Il y a eu des allers-retours entre plein d'esthétiques différentes. Et j'ai jamais réussi à choisir une seule affaire. Et je le ferai jamais parce que je trouverais ça dommage de se restreindre à juste une forme de langage, alors que je trouve qu'on peut vraiment façonner notre propre langage en s'inspirant de plein de langages qui existent déjà. Fait que c'est ça. Mais je pense qu'on fait tous pas mal ça parce qu'on a tellement accès à tellement de musiques différentes qu'on est toujours en train de piocher un petit peu dans... C'est vrai, je connais pas vraiment quelqu'un qui fait uniquement une affaire, qui fait une seule esthétique. Éventuellement, je pense qu'on peut vraiment se recentrer comme, en avançant dans la carrière, là, puis voir comme, qu'est-ce qui marche pour faire une seule affaire. Mais je connais personne qui fait un seul truc. Là. Tout le monde a des projets à côté, ils sont dans différentes scènes. Puis, ouais, puis c'est beau. Et tant mieux. Ben oui. Ben oui. Et puis, est-ce que tu faisais donc de la chanson avant de t'initier dans le jazz il y a 3 ans? Ouais, je fais de la chanson depuis que je fais de la musique, basically. C'est juste que j'en avais pas, je l'avais jamais officialisé avant genre 2015 où là vraiment j'ai fait ma première chanson genre de break-up song. Yeah. Puis là j'ai fait mon premier vidéoclip. Puis genre là j'ai officialisé le fait que ok, je fais... Genre, je peux vraiment... parce que je me suis construite en tant que violoniste. Donc, les gens avaient vraiment... je me suis un peu enfermée dans ce rôle-là. Puis, j'étais chanteuse, mais je faisais plus des back vocals dans mes différents projets. Ce qui était vraiment cool, mais j'ai jamais réussi à assumer une posture de front lead singer. Et c'est ça, à partir de 2015, j'ai comme sauté vraiment, je me suis lancée là-dedans, je me suis exposée publiquement en tant que chanteuse lead. Mais avant ça, c'était vraiment comme dans mon salon avec mon piano, écrire des textes, sortir mon journal intime puis essayer de faire de la musique avec ça. Mais c'est ça.
dans cette approche-là que tu disais thérapeutique, écrire ces chansons-là, en soi, ça doit être un certain point thérapeutique, mais est-ce que de les publier puis d'aller les performer devant des gens, est-ce que ça fait partie c'est une autre étape? J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Ouais. Parce qu'effectivement, le fait d'écrire, je pense que n'importe qui, genre, on est beaucoup à avoir ce réflexe d'écriture pour se décharger émotionnellement. Donc ça, c'est déjà une première étape du processus thérapeutique, à mon sens. Mais après ça, quand tu dois assumer ton texte et l'expliquer à un public, c'est là où ça devient très confrontant. Et en même temps, si tu veux que ça fonctionne, tu es un peu obligé d'assumer le fait que, là, j'étais vraiment dans cette émotion-là, puis je le partage avec vous. En plus, c'est toi qui chantes les chansons, c'est toi qui les performes. C'est encore plus vulnérable dans cette mécanique-là. Là. Ouais. Est-ce que des fois, est-ce que dans l'écriture, tu te... Pas retiens, mais est-ce que tu penses à la performance quand tu écris les chansons? Puis est-ce que des fois, tu t'en vas dans des places où tu te dis « Ah, je suis pas nécessairement à l'aise de présenter ça à des gens. » Ouais. Eh bien, c'est parce que je n'y pensais pas avant que je me suis retrouvée dans des places où j'étais très inconfortable devant les gens. Et c'est à force d'être dans cet inconfort que j'ai commencé à vraiment penser à comment je présente des chansons. Parce que autant je pense que c'est bien d'expliquer, même quand tu fais de la musique instrumentale, d'expliquer le propos d'une œuvre, je trouve que ça permet aux auditeurs, auditrices d'avoir vraiment de comme focaliser son écoute sur le propos. Et donc, ça change toute l'expérience, à mon sens. Et en même temps, des fois, le fait de trop expliquer, ça alourdit beaucoup, ça enlève la possibilité à la personne qui écoute de juste se faire sa propre vision de la chose. Et des fois, c'est juste... comment dire Je pense qu'il faut garder une forme de pudeur et je pense qu'aussi par protection, pour soi, il faut éviter d'aller trop dans les détails personnels. Oui, certainement. Parce que, on ne connaît pas le public. Puis il y a des choses je pense que la vulnérabilité, c'est une force, mais je pense des choses qui doivent rester dans notre jardin secret pour toujours aussi. Certainement. Les chansons le nomment de toute façon, puis de leur façon poétique, puis dans leur propre langage. Tu sais, c'est pas nécessaire. J'ai lu ton mémoire, puis c'est pendant 70 pages, 75, très bien expliqué, tes chansons. Donc, juste pour remettre les pendules à l'heure, donc ce projet de maîtrise-là, c'était de faire l'album Chant de l'âme, qui est un album thérapeutique pour toi, qui est très, très proche de tes émotions puis de qui tu es. Comment ça s'est passé de faire un projet comme ça dans le cadre d'une institution comme l'UDM? Eh bien, ça s'est très bien passé. Oh, wow! Contrairement à tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai simplement été très honnête avec ma directrice de mémoire au début de ma maîtrise. Myriam Boucher. La merveilleuse Myriam Boucher. Parce qu'à la base, mon entrevue pour entrer à la maîtrise, elle était centrée sur un projet plus électroacoustique encore, mais j'abordais déjà le côté chanson. Okay. Mais j'avais vraiment une composante électro quand même. Très sonore, là, quand même. Ouais, c'est ça. Puis, qui n'est pas tant présent dans le résultat final, right? C'est très... Moi, si j'entends des chansons avec des mélodies, des harmonies très, très recherchées, c'est des très belles chansons, parfois des formes longues, format jazz quand même, là, instrument des performances jazz. Live aussi. Performances live avec de l'impro, des fois très doux, très fin, parfois il y a des moments freak-out aussi. Vraiment un très bel album, je vous le conseille sur Spotify. Puis la version que tu as sortie, ça s'appelle Chant de l'âme, mais c'est une version live. C'est une version live. Est-ce que c'est la version finale? Non, c'est ça. Ah. Donc, c'est ça. Il est content, lui. Non, il y a une version studio qui est en train de se faire. Non, c'est que j'ai eu la chance infinie d'avoir l'opportunité de faire une résidence au Centre d'expérimentation musicale à Chicoutimi. Si vous ne connaissez pas ce lieu, c'est merveilleux. Ils accueillent des musiciens et musiciennes un peu partout pour venir créer de la musique avec les musiciens locaux à Chicoutimi.
Ce qui crée des rencontres vraiment, vraiment le fun. Puis grâce à ça, j'ai pu faire ma dream list de musiciens. OK, qu'est-ce que tu veux comme ensemble? Et donc, moi qui aime les grands ensembles, ben, j'ai fait ma dream list. OK, ben, je veux quatuor à cordes plus un septet de jazz. Fait qu'on s'est retrouvés à 11. Wow. Puis rendu sur place, j'étais comme, OK, ben maintenant, il faut que ça se passe à 11. Fait qu'on a fait l'album à 11. Et donc, oui, c'est très acoustique, très arrangé pour profiter de toute la diversité des timbres et des langages différents de tout ce monde-là. Mais non, c'est ça. Là, ce qui se passe depuis l'automne dernier, c'est qu'on enregistre en studio. Donc, il y a des nouveaux arrangements, puis il va y avoir beaucoup de travail de studio OK. pour justement retourner dans ce travail de texture, d'électronique Hmm. qui recommence à devenir très important pour moi. On dirait que j'ai eu comme besoin d'arrêter complètement l'électro parce que j'ai comme eu un petit peu mon quota de Ableton Live et de bug et de porter du gear, monter la côte de l'UDM, genre, j'étais plus capable. Mais je suis trop attachée à tout ce que l'électroacoustique permet d'exprimer aussi en composition. Fait que là, le but, c'est de réenregistrer toutes les chansons, mais dans une direction beaucoup plus électroacoustique, ou en tout cas plus expérimentale que l'album, qui est effectivement comme orchestral, jazz, contemporain. Puis on va dire. une take devant public, ça a été fait en... Ouais, c'est un Ouais, show. ouais, c'est ça. C'est un show. Ça sonne tellement bien. Mais on l'a pratiqué pendant 1 mois. Mhm, mhm. C'est pour ça que ça sonne bien. Mais genre, j'aurais jamais pu sortir un album live si on n'avait pas eu ce contexte, genre être dans ce milieu où tu peux vraiment prendre le temps, tu sais, de C'est rare. pratiquer avec les gens. C'est unique. Comme, je pense pas que je reverrai. Ça se reproduira pas. Je pense pas. Bon, parfait, c'est le fun. Mais puis toi, t'es arrivé, tes chansons étaient déjà écrites, t'as travaillé l'arrangement avec eux. Est-ce que t'as dû écrire des partitions? Alors, pendant la première année de maîtrise, j'ai commencé à écrire la musique en version plus comme duo, trio. Puis 1 mois avant la résidence, j'ai commencé les arrangements pour l'ensemble. Et une fois sur place, après, j'ai fait tellement de MuseScore, parce que j'ai fini plein de choses sur place aussi. Donc, j'ai fait des 7-8 heures d'écriture de partitions par jour sur place. Ableton pour MuseScore. Une nouvelle Ouais, 47. c'était pas forcément gagnant comme échange. Mais non, c'est ça. J'ai à la fois préparé avant et arrangé pendant aussi. Puis il a fallu réadapter parce que, tu sais, une fois que tu joues avec les musiciens, il y a des choses qui marchent pas. Ouais. Donc là, tu réécris, tu réimprimes. 1 minute avant la pratique, t'es comme... Ouais. Tu réimprimes, tu réessais des choses. Plus d'encre. Puis non, C'est compliqué. Ouais. ça sent le vécu Ouais, des deux côtés. Puis, tu laisses quand même beaucoup de liberté aux interprètes aussi. Ouais. Il y a cette volonté-là de créer un truc ensemble, de Mhm. laisser une voix. Tu sais, c'est pas des... J'ai vu un peu les partitions, c'est pas écrit précisément, c'est écrit vraiment comme des chansons, puis tu laisses la voix des interprètes se faire. Il y a beaucoup de parties improvisées aussi. Ouais. Comment ça se passe avec les musiciens d'improviser un truc, d'être en communion avec eux autres, donner des indications? Eh bien, ça dépend du musicien. Parce Ouais, hein. qu'il y en a qui sont très inconfortables quand on leur donne trop de liberté. Hmm. Il y en a au contraire qui ont besoin de liberté pour s'exprimer totalement et s'approprier le matériel. Donc ça dépend vraiment des gens avec qui je joue. Mais je dirais qu'avec mon band, comme à Montréal, c'est vraiment magique. C'est-à-dire que moi, j'écris, je donne quelque chose aux musiciens et musiciennes. Puis après ça, ils en font quelque chose de complètement différent, Mhm. mais qui est tellement vivant, qui est tellement collectif, qui est tellement surprenant pour moi aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais une seule fois où ça sonne de la même manière. Il y a des fois où j'aime plus que d'autres, mais mon but, c'est pas d'arriver à une version parfaite de telle pièce. C'est plus, là, le but, c'est faire de la musique ensemble et vu à partir des conditions qu'on a aujourd'hui et du mindset dans lequel on est aujourd'hui, on va peut-être amener cette musique un petit peu ailleurs. Moi, je donne les grandes lignes, donc en termes de direction. Là, vous avez beaucoup de liberté. Là, je préfère qu'on soit plus dans comme des questions-réponses. Là, j'ai besoin que ça soit contrebasse qui commence, puis qu'on fasse les entrées dans tel ordre.
Mais après ça, c'est vraiment travail d'écoute, d'interaction et de mettre son ego de côté puis juste de faire de la musique ensemble. Donc, c'est de donner un Donc, certain cadre souple, puis de voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Puis, tu sais, c'est que des musiciens de talent avec qui tu travailles. Là, donc, je travaille avec des gens la magie peut. précieux. C'est Oui, ça. La vraiment. sauce peut juste prendre. Hein. Ouais. Mhm. Bah, C'est cool, tu fais un peu le même travail aussi un travail dans ton similaire. Ouais, c'est ça. Ben, la musique, Peut-être moins d'impro dans la tienne. définitivement moins. Ça, l'impro est différente. L'impro est vraiment différent dans mon band puisque j'écris aucune partition, il n'y a que des accords. Puis c'est ensemble qu'on va créer l'arrangement, puis en discutant entre nous dans les locaux de répète, tu sais, on va voir qui joue à tel moment c'est mieux que telle personne fasse telle affaire. Fait que c'est L'arrangement vraiment... se fait L'arrangement se ensemble. fait ensemble naturellement. Nice. C'est ça. Fait que oui, il y a de la collaboration, puis les tunes sont jamais exactement pareilles, puisque eux suivent pas une partition écrite, mais vont comme filer la tune puis faire un peu des choses similaires à chaque fois. Mais ouais. Mais c'est ça. Les moments les plus magiques, c'est vraiment quand tu arrives avec une tune, puis tu penses à un certain verbe, à une certaine rythmique, tu le joues devant eux autres, puis eux captent complètement autre chose, puis tu fais juste essayer d'être dans l'ouverture le plus possible et de voir où est-ce qu'il t'amène, tu sais. Fait que, ouais, ça, c'est dans les moments les plus magiques. Hein. Et comment tu vis justement ces moments-là où ça part complètement ailleurs et que t'es pas convaincu, mais en même temps, tu sais, genre, c'est comme, je suis pas sûre, mais on va y aller, tu sais. C'est Comment tellement un apprentissage, ça, puis je pars de loin un peu pour ça, là. C'est tellement un apprentissage de un laisser-aller, là, puis de se dire, présentement, je comprends pas qu'est-ce que tu me dis. En ce moment, vraiment, là, je comprends rien, puis j'aime pas ça. Mais je vais rien dire. Puis je vais dormir là-dessus, puis je te fais confiance, man. Présente. Mais c'est ça. Mais je pense c'est vraiment un apprentissage, là, puis de laisser son ego de côté, puis tu sais, on part tous à des places différentes aussi, mais dans les plus beaux moments, c'est quand j'ai comme cette voix, j'ai fait taire cette voix-là intérieure qui me disait que c'était pas une bonne voix. Puis finalement, ben oui, ça marche super bien. Il faut juste, tu sais, c'est ça, être dans la réception le plus possible, tu sais. Mais ouais, c'est vraiment un La apprentissage. flexibilité aussi. Puis c'est un autre mode que d'arriver avec une partition, avec une espèce de grosse architecture toute faite avec, tu sais, t'arrives avec ta symphonie que t'as pris 5 ans à faire tout seul dans le bois, puis vous jouez ça, puis tu fais pas une fausse note, là. Tu joues chaque note. Mais ouais, c'est juste différent, puis ça donne des résultats... c'est ça. C'est comme deux modes de création, mais je trouve ça tellement beau d'être en communion avec d'autres, puis juste d'accepter les visions des autres aussi, là. Mais c'est ça, mais c'est vraiment un apprentissage. Ben, c'est comme, faut revoir ses attentes, en fait. Parce que, genre, moi, venant de la musique classique, justement, j'avais vraiment beaucoup de rigidité. Et ça, je le dis dans mon mémoire, genre, j'avais une approche très élitiste au début à cause de ça. Et quand ça sonnait pas comme je voulais, j'étais comme, c'est de la merde, ça marche pas. Ça marche pas, vous êtes mauvais. Puis après ça, je réalisais que genre j'avais écrit des choses injouables parce que je connaissais pas les instruments pour lesquels j'écrivais. Tu sais, genre j'écrivais des trucs pour guitare et j'étais comme, Ouais. ah mais en fait c'est juste impossible ce que tu as écrit. Tu sais, j'étais Ouais. comme, ah oui, effectivement. Mais c'est ça, genre il y a, je pense, tu sais, genre pour ce qui est de la musique écrite, la musique symphonique, genre c'est des chefs-d'œuvre, puis genre prendre des libertés par rapport à ça, je verrais pas forcément l'intérêt parce que genre c'est plus une recherche d'être fidèle à la partition et à la vision du compositeur dont on sait qu'il avait telle vision, mais là encore, tu sais, genre ça fait tellement longtemps que ça a été fait cette musique-là. Des fois, je suis comme pourquoi être aussi rigide sur quelque chose que genre la personne est décédée depuis tellement de centaines rien d'années. dire, tu hein. sais, comme- Ouais. Mais par contre, dans les musiques qui sont basées sur l'improvisation, dont le jazz regroupe énormément de toutes ces musiques improvisées-là, parce qu'il y a plusieurs types d'improvisation, tu sais. La force, elle résulte vraiment de la liberté qui est donnée aux gens, puis de... Je sais pas, quand les gens mettent leur personnalité là-dedans, et surtout qu'il y a la capacité d'interagir avec ce que tu entends et genre... Si ça fait pas de sens de jouer telle chose pendant que l'autre personne joue telle chose, tu vas pas la jouer, tu vois. C'est comme une espèce de... Comme quand on est en train de discuter en ce moment. Live. Genre, live.
C'est écouter, interagir. Je reçois. Je... Je sais pas si ça fait Et du je sens ce que relance. je dis, mais genre... Oui, Ouais, bien mais sûr. moi, j'ai une question pour vous deux, en fait. Oh, wow. Parce que toute cette approche qui est un peu collective là, de la composition, ben, au final, c'est ça devient un peu une composition collective parce que tu laisses place à certains musiciens, mais tu y trouves tout de même ton compte personnel. Est-ce que quand tu écris des partitions, ben, OK, mettons, dans le jazz, c'est que l'improvisation se fait tellement partie de la chose. Tu sais. Les partitions tu regardes un lead sheet, oui, tu as des arrangements, mais quand tu as des arrangements, tu suis exactement ce qui est écrit, mais tu regardes les lead sheets, puis en soi, c'est tellement ouvert à l'improvisation puis au discours. Vous, quand vous écrivez des partitions, ou juste de la musique en général, puis que vous arrivez à une finalité, à un résultat, qu'est-ce qui vous empêche de faire OK là, c'est bon, on est arrivé à quelque chose, c'est ça le résultat final. Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu travailles avec quelqu'un là, puis que Ouais. tu arrives à découvrir quelque chose, une fois que tu as découvert quelque chose, quel est l'intérêt ou qu'est-ce qui t'empêche de faire ben voilà, on a trouvé ce que je voulais faire. Ben, je pense qu'une tune n'est jamais vraiment finie. À part, moi, je viens beaucoup du fixe, hein, beaucoup de l'acousmatique, Ouais, puis ça, ben, c'est qui est complètement final. différent. À un moment donné, tu pèses rendu, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis c'est rendu. C'est fait. Puis là, tu peux peut-être le modifier, peut-être rajouter des basses. Non, mais dans le sens, c'est ouais. Dans le sens que, pour moi, en tout cas, même les musiques enregistrées, les musiques pop enregistrées, je commence à me dire que même les versions enregistrées, c'est pas les versions finales non plus. J'aime beaucoup aller voir ce que les groupes, les artistes continuent à faire sur scène après, OK. continuent à travailler la tune. Puis, en fait, les artistes que j'aime le plus, leur version enregistrée, c'est pas les versions finales. C'est juste ce jour-là en studio, ils ont décidé d'expérimenter telle affaire, puis ça a donné ça. OK. Puis mes expériences à moi, la musique mixte, c'est des expériences très récentes, uniquement dans le cadre de mes études dans les 2 dernières années. Fait que c'est une pratique qui est débutante pour moi, mais fait que c'est des pièces qui sont pas dans ma tête 100% finies, mais qui vont continuer à évoluer au fil qu'on va les refaire dans les prochaines années. Mais je pense pas que ça va jamais être fini, final bâton. Là. À moins que je les fasse éditer, puis que là, il faut que j'ai comme une deadline de faire éditer la partition. Mais c'est comme des projets qui sont des concepts en soi avec Ouais. une personne en particulier. Puis à chaque fois qu'on va le jouer, ça va être un peu différent, tu sais, puis je trouve ça beau. Fait qu'à ce moment-là, tu as tout le temps la performance en tête dans la composition parce que tu dis à chaque fois que je vais la faire. Ouais, le Ça concept de va être- finalité n'a pas tant de sens, en fait, dans certains genres de musique, Mhm. à mon Parce sens. qu'en musique instrumentale, tu vois, disons, j'ai récemment fini beaucoup de partitions. Puis là, c'est là que j'ai fait OK, là, la pièce est finie. Et j'ai toujours pas entendu ces pièces. Ah. Et j'ai pas, tu vois, j'ai jamais eu. J'ai l'impression qu'entendre la pièce, c'est là que je vais enfin ressentir un sentiment de finalité, puis que je vais être content. Mais là, dans votre processus, j'ai l'impression que justement, vous acceptez qu'il n'y aura pas nécessairement de finalité ou que, comme tu dis, là, genre, c'est d'un interprète à l'autre, il y aura un nouveau travail de recherche à refaire, puis de recommencer le travail. Est-ce que c'est pas... je sais pas. Est-ce que c'est pas... Ça a l'air de te frustrer, cette idée que ça Ben- sera jamais fini. ben peut-être, je sais pas, Ouais. mais en même temps, c'est ça. C'est parce que je suis pas j'attends encore cette finalité de ma pièce, de Mhm. l'entendre. Ben oui. Puis je suis pas, c'est ça, satisfait tant que c'est pas fini. Mais vous Ben, l'acceptez? je crois que cette idée, cette conception du produit fini qui existe dans le monde matériel, elle n'existe pas vraiment dans l'art, à mes yeux. Mais tu peux aussi le voir comme il y a plusieurs finalités, c'est-à-dire que tu écris ta partition pour tel type d'ensemble, puis il va y avoir un produit fini vis-à-vis de tel deadline avec tel ensemble avec Mhm. qui tu vas jouer ta pièce. Mais après ça, peut-être qu'on va te demander « Ah, ben, peux-tu l'adapter pour tel ensemble Ouais. C'est ça. Et là, tout recommence un petit peu parce que tel ensemble égale nouvelle instrumentation, Oui, égale oui. nouvelle personne, égale nouvelle interprétation. Et je trouve ça juste beau, en fait, de se dire, mais c'est un espèce de mouvement constant. Après, on a aussi, comme heureusement et malheureusement, la contrainte du support fixe qui nous impose de prendre des décisions sur genre, ben là, il faut qu'on se décide sur comment ça se passe une bonne fois pour toutes. Mais même à ça, moi, je te retrouve vraiment dans ce que tu dis de genre, j'aime ça voir des artistes
qui réarrangent constamment leurs tunes, même des artistes de pop Ben oui, surtout. en performance live, Mhm. qui partent dans une direction complètement différente. Et je suis comme, waouh! Limite, tu redécouvres le texte, tu redécouvres le sens de C'est l'œuvre. une autre perspective. Mais Ouais. il Une n'y autre a pas lentille. juste en musique que c'est. Tu dis dans En fait, l'art, il y a pas vraiment de finalité, mais dans les arts visuels, au cinéma, j'ai l'impression qu'il y a juste la musique qui offre cette Mais en fait, possibilité on parle d'art vivant là, en ce moment. On fait juste Mm. décrire l'art vivant. Le théâtre, c'est comme ça aussi. Tu sais, Ouais, aussi, ouais. La au danse. théâtre, la danse, ben oui, par-dessus tout. Hein. Mais au théâtre, ils ont vraiment ils prennent souvent la liberté de revoir le texte à chaque fois Mhm. qu'ils réinterprètent une pièce. Mm. Ils vont se dire, ouais, cette scène-là, on peut la modifier ou la raccourcir un peu. J'aime pas la tournure de cette phrase-là, je vais juste la reprendre avec mes mots. Tu sais, ils prennent beaucoup, beaucoup de liberté, même dans des pièces classiques. Tu sais. Chose que dans la musique classique, on ne va pas prendre cette liberté-là dans le texte même. Tu sais. Dans l'interprétation, oui, là, on va. Tu sais, ils en prennent des libertés, puis c'est ça leur art. Là. Mais moi, je pense que l'art vivant, c'est ça qu'il y a de beau. Là, c'est que ça. Il n'y a juste pas de finalité, ça continue de se développer. Puis la finalité, c'est qu'on le fait plus. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais ouais, tout ce qui est fixe, le cinéma, l'acousmatique, par exemple, c'est sûr que des enregistrements studio, là, tu es en train de faire un enregistrement studio de ton album, ça mène à une certaine finalité que là, tu mets les inflexions qui vont rester pendant un bout, là, puis qui vont sûrement être les plus propres qu'on peut entendre de cette pièce-là. Là. Ouais, les plus représentatives de ce que je veux avec cette musique-là en 2025, dans tel contexte. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est difficile de penser à ça quand tu enregistres un album, de se dire, bon, ben là, genre, je suis pognée avec cette version-là pendant peut-être 5 Ouais. ans, puis il faut que je sois quand même pas mal convaincue. Ouais, c'est ça C'est que des tu veux grosses dire. décisions après grosses décisions. C'est ça. Ouais. Mais en même temps, tu sais, c'est tellement des beaux souvenirs que tu laisses aussi. Genre, ben voilà, t'as tel album, tu remontes 5 ans plus tôt, puis là, t'es comme, ah, ben c'est vrai, je t'ai rendu là à ce C'était une moment-là. photo Oui. d'une Ouais. époque, ouais. Ouais. J'ai j'avais écouté une interview de, c'est Lutoslavski, je pense, qui disait que chaque pièce qu'il écrivait, c'était comme un voyage jusqu'à la Lune, puis qu'après chaque pièce, il revenait et il repartait vers ailleurs. Puis Hmm. c'est pour ça que je me dis que, tu sais, c'est pour ça que dans ma tête, je me vois mal travailler. Ça, c'est personnel, tu vois, encore une fois, mais c'est juste, j'ai l'impression qu'il faut il faut revenir pour pouvoir repartir ailleurs. C'est ça. Tout à fait. Et voilà. Il faut toujours revenir, toujours revenir. Faut toujours revenir. L'éternel clair. retour. L'éternel retour. Puis comment ça s'est passé pendant l'écriture de ces chansons-là? Est-ce que tu avais une méthode en particulier pour les écrire? D'où est-ce que viennent la plupart des chansons? Tu me parles de musicothérapie. Est-ce que tu as fait un chemin pendant l'écriture de ces chansons-là? Alors, pour cet album-là, il y avait une réflexion sur un cycle d'émotions que je voulais processer suite à un espèce comme de choc que j'ai vécu par rapport à un truc personnel. J'ai eu besoin vraiment de repenser complètement mon hygiène de vie émotionnelle. Et j'ai décidé de passer à travers toutes ces émotions qui me font souffrir, tout simplement, ou qui m'empêchent qui m'empêchent de faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Juste pourquoi, comme me permettre d'avoir une meilleure hygiène de vie émotionnelle, fait que j'ai comme identifié, ok, il y a la culpabilité, il y a le stress, l'anxiété, la jalousie, toutes ces choses-là qui me pourrissaient un peu la vie à l'époque. Et après ça, j'étais comme, bon, on va essayer de les mettre plus ou moins dans l'ordre, parce qu'il y a aussi une tune sur l'acceptation, tu sais, qui est supposée arriver à la fin de l'album, qui arrive littéralement en dernière position. Elle s'appelle The Path to Self-Acceptance. Et à partir de ce cycle-là, j'ai choisi, ok, je vais commencer par telle émotion. Puis je voyais vraiment cette espèce de cycle, ok, souvent ça part du stress qui se transforme en anxiété. Il y a une sensation de contrôle, culpabilité se rejoint là-dedans. Puis tranquillement, la forme de l'album s'est dessinée.
Par contre, les tunes, des fois, elles étaient composées un petit peu plusieurs en même temps, parce que des fois, j'avais des grandes inspirations musicales et j'étais comme, ah ouais, ça c'est pour telle tune, tel instrument, tel son, tel procédé. Puis en fonction des rencontres aussi que je faisais, tu sais, des fois, il y a des musiciens qui m'inspirent vraiment d'aller dans telle direction. Et là, je suis comme, ah ouais, ça fit vraiment pour telle esthétique de telle chanson. Donc voilà, à la fois, il y a eu un travail d'organisation fait en amont que j'ai jamais fait de ma vie. Je repensais vraiment à cette espèce de shape d'un album. Un travail de réalisation peut-être, entre guillemets. C'est genre si tu avais quelqu'un qui t'aidait à réaliser un album, qui te dirait, OK, ben, pense à tout ça avant de commencer à écrire la musique, finalement. Parce que tu as vraiment eu une approche top-down de penser à ton concept, si on veut, de penser à la forme de l'album avant même d'avoir écrit les tunes séparément. Ça. Exact. J'avais jamais fait ça, mais en fait, je trouve ça vraiment... ça permet vraiment d'organiser beaucoup mieux ton travail après, puis tes deadlines, surtout. Puis moi, j'avais un deadline de résidence, fait que je savais que genre dans 8 mois, je m'en vais en résidence. Il faut que 80% de la musique soit écrite. Donc, ouais, ce travail d'organisation, ça m'a vraiment aidé. Puis, c'est ça. J'étais vraiment dans une phase de vie où je pouvais pas penser à autre chose que toutes ces émotions. Comme si tout devenait trop conscient en permanence de « Ah, OK, là, je ressens ça. » Tu sais, genre ces phases où vraiment tu n'arrives pas à lâcher prise vraiment sur ce que tu vis parce que genre ça vient t'obséder constamment. Je suis vraiment sortie de ça maintenant. C'est pour ça que genre là, je suis plus dans la phase où genre je veux faire la version studio de cet album. Mais je suis déjà rendue ailleurs émotionnellement. Je suis beaucoup moins dans justement l'analyse émotionnelle. Mais en même temps, le fait d'avoir vécu toutes ces émotions a donné naissance à de la musique qui, pour moi, mérite vraiment de faire ce travail de studio. Donc, je vais le faire. Ouais, c'est souvent comme ça la fin des projets. Hein. Ça fait 3-4 ans qu'on a... Ah, c'est beau, la neige. Hein? Ouais, c'est neige fou! fort. C'est fou! Très cool. Puis on sent beaucoup d'influence musicale dans ta musique. Beaucoup d'influence anglo-saxonne aussi, du Björk notamment. J'ai entendu du Laurie Anderson aussi, par bout. Là. Tu sais, il y a cette complexité-là dans les chansons, cette espèce de fluidité dans les mélodies, dans ton rapport au texte, puis à la musique. Quelle influence as-tu? C'est ça ma question. Ben, la première que tu as citée, c'est la plus grande. Björk. Mais tu as lu le mémoire, tu le sais. Björk, quand j'ai commencé à m'intéresser à son œuvre, je me suis rendu compte que sa démarche, c'est ça, en fait. De ce que je comprends de sa démarche, c'est vraiment le besoin de processer des expériences de vie grâce à sa musique. Et au début, quand je l'ai découverte, j'étais encore dans ce truc de je veux faire du violon, mais je veux aussi faire du piano, mais j'aime bien la musique classique, mais j'aimerais bien faire du jazz aussi, mais j'aime bien la musique improvisée. Et genre, je savais pas... ouais. C'est cette espèce de genre, OK, il faut que tu fasses un choix. Puis là, tu vois qu'il y a une compositrice dans ce monde qui, en fait, décide de tout faire, mais sans vraiment décider, parce qu'en fait, elle part de, OK, là, elle va faire une pièce sur le changement climatique, je sais pas. Puis là, elle va avoir des sons qui vont lui arriver en tête. Ça va être à la fois acoustique et électronique. Puis elle va avoir un texte qui découle de ça, le texte qui lui-même donne des directions pour l'arrangement, l'instrumentation. Et en fait, tout se place naturellement parce que le propos amène ses choix d'esthétique parfois super anachroniques. Tu sais, genre elle mélange énormément l'acoustique et l'électro. Et quand j'ai découvert son œuvre, j'étais comme OK, en fait, il n'y a pas besoin de choisir vraiment. Il y a juste besoin de clarifier qu'est-ce que tu veux raconter et de te mettre zéro censure sur les outils que tu as envie d'utiliser parce que, en fait, c'est ça, la magie du studio, c'est que tu peux
tu peux faire se rencontrer des instruments qui sont vieux de centaines d'années avec des synthétiseurs qui viennent d'être créés. Avec des sons complètement inventés de toutes pièces. Exact, ouais. Ben, je trouve que l'univers acousmatique, pour ça, il est merveilleux. Moi, j'ai adoré rentrer là-dedans juste pour ça, en fait. Je trouve que ça aussi, dans le programme de musique numérique, genre, ça m'a permis de vraiment m'enlever un poids de faire un choix, parce qu'en fait, tu as accès à tous les sons que tu veux, puis genre, tout se rencontre, et c'est comme, waouh, j'aurais jamais cru que, genre, je sais pas, un marteau-piqueur marcherait aussi bien avec un drum, genre tout. Ça sonne. Mais tu penses c'est tout le temps en service de la thématique que tu penses pour ta chanson, puis c'est cet univers-là que tu essaies de créer pour chaque chanson. Il y a tout le temps un rapport avec une thématique forte, puis une narrative un peu aussi. Ouais. Vraiment. Cool. Mais après, c'est des choix, tu vois, genre pour une thématique, un autre compositeur, une autre compositrice aurait fait des choix complètement différents, puis c'est ça que je trouve fun aussi, en fonction de nos influences. Genre, on sent clairement qu'il y a Björk et Steve Reich qui se rencontrent en permanence dans la musique. C'est comme, je sais pas pourquoi ça s'est fait aussi bien, mais je trouve que les deux étaient faits pour se rencontrer. Musicalement, c'est vraiment ça qui se passe. Puis Radiohead, grosse influence Tom York. Mais après, j'ai l'impression qu'on est aussi le fruit de ce qu'on écoute sans en avoir conscience aussi. Des fois, des influences qu'on avait quand on était enfant, des choses qu'écoutaient nos parents qui ressortent. I don't know why. Mais je pense que c'est bien de définir nos influences quand même, de prendre conscience, là, je suis en train d'utiliser quelque chose que quelqu'un a déjà fait, mais pas dans le sens genre attention plagiat, mais plus dans le sens comprendre d'où est-ce qu'on vient. Je trouve ça vraiment important. Est-ce que ça t'est arrivé à un certain moment, composition, peu importe dans quel type, de te censurer, entre guillemets, parce que tu trouvais que c'était trop proche du langage d'un artiste ou un autre? Ben, il y a une pièce qui s'appelle Not Guilty dans l'album, dans laquelle j'ai l'impression que j'ai eu besoin de me mettre dans la peau de Björk pour arriver à exprimer certaines choses. Et quand j'en ai pris conscience, j'étais comme, non mais je peux pas faire ça, parce que je prenais même son accent islandais dans mes phrases, et j'étais comme, non, ça se peut pas, tu peux pas faire ça. Et finalement, j'ai décidé de l'assumer à 1000% et de me dire, écoute, il y a des saxophonistes qui repiquent du Charlie Parker toute leur vie, et ils arrivent à s'exprimer à travers ça, et c'est comme le fruit sans cesse de tes influences. Puis j'ai l'impression que c'est un peu ce que j'ai fait avec Björk, quelque part. Après, voilà, le but pour moi, c'est d'essayer le moins possible, d'essayer de revenir à ma propre prononciation, mon propre accent. Mais une fois de plus, genre, trouve-moi quelqu'un qui te dira non, je n'ai aucune influence. Ma manière de chanter est totalement unique. Je ne suis pas en train de reproduire quoi que ce soit. Il y en a qui sont convaincus, par exemple, que faire des relevés en jazz ou quoi, il faut éviter pour vraiment garder ton authenticité. Moi, je suis convaincue que genre on est vraiment le fruit. C'est une richesse en fait de s'inspirer du langage qui existe déjà. Après, voilà, il faut une fois de plus apporter un peu de conscience là-dessus. C'est-à-dire que pour cette pièce-là, une fois de plus, j'assume que genre je suis rentrée dans la peau de mon interprétation de Björk. Mais genre, ça dure pas toute la pièce, c'est pour un petit laps de temps. Puis c'est une célébration aussi, là. On peut le voir un hommage. sous plein de points de vue, là. C'est une célébration de toi, d'où tu viens musicalement, de ce que tu veux dire aussi. Je trouve ça cool, le parallèle avec n'importe quel autre instrument qui va jouer à la façon qui va... Puis c'est juste normal, on vient tous de quelque part. Tu as aussi parlé dans ta thèse de l'utilisation de l'anglais dans ton album. Ou est-ce que ça t'a... je ne vais pas répondre pour toi, mais tu parles que ça t'a permis d'avoir une autre vision sur ton expérience, c'est ça? Puis de ce que tu me dis avec Björk, est-ce que tu as comme incarné Björk? J'ai l'impression que c'était un peu aussi... ça t'a permis... Exact. Puis ça, en lisant sur le therapeutic songwriting, qui est un courant de la musicothérapie, je me suis rendu compte que ça pouvait être
rattaché à ces fameux outils qu'on utilise pour réussir à exprimer des émotions, tu vois. Par exemple, il y a comme plein de manières d'accompagner ton patient dans une séance de chansons thérapeutiques, genre utiliser la troisième personne pour que la personne se sente moins concernée, comme de mettre en abîme un petit peu son expérience personnelle pour arriver à assumer, genre parler de toi à la troisième personne, ça permettrait de prendre du recul sur Une toi, meilleure par exemple. compréhension Ouais, de ton expérience. Ouais. c'est ça. Puis je trouve qu'utiliser une autre langue, ça permet d'aller chercher peut-être une facette de ta personnalité qui est peut-être un brin moins authentique, mais en même temps qui assume plus de crier certaines phrases, Ouais. tu vois. Subconscient un peu. Ouais. Des fois, je me réveille la nuit, je parle en anglais. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai? Est-ce qu'habituellement, tu parles bien anglais ou c'est Je parle juste quand jamais tu te lèves la anglais. nuit? OK. Ma copine, elle me dit, tu criais des mots en anglais. Non. Ouais, ça, faudrait checker. Là. C'est subconscient. Subconscient. Il y a un... Et voilà. Ça... je sais pas pourquoi. Ben, Même chose. Ben, quand je suis sous, je parle bien. Ah ouais, tu parles en anglais? Je parle mieux, ouais. Incroyable. C'est bien sûr. Moi, je Tom- parle moins bien toutes les langues quand je suis sous. Juste en général. Ça fait souvent On n'en ça, parle ouais. pas. mais tu On te en- réveilles et tu parles en anglais. Oui! C'est quand même incroyable. C'est débile. Je sais pas pourquoi. Je parle de sandwich, parfois. Mais tu t'en souviens-tu le lendemain? Absolument pas. Ça avait vraiment pris une tournure. Dans ton sommeil, tu parles de sandwich en anglais? Ouais. J'adore. Qu'est-ce que tu dis sur les sandwichs? Tu t'en souviens? Ben là, Est-ce que moi, ta blonde t'a dit? je dormais, mais... Non, mais en fait, je suis Ça, serveur. Je pense que... T'es pense... serveur, Ah! Puis Ok, je ok, pense ça que... revient. Je suis genre, hey, you wanna... You On a wanna, sandwich! you want a Hey! sandwich, man? Là, je dors. Ben, et voilà. C'est Wow. dit. Podcast. style. Juste les sandwichs, pas d'autres mets? Non, mais... Bon, n'importe quoi. De la soupe. Non, je sais pas. Ouais, Je peut-être sais que t'as pas. faim. Non, mais ouais. Mais c'est des choses que tu vis dans la journée, Et dans, voilà. la vie de tous les jours, qui ressort dans ton sommeil, mais En dans anglais. une autre langue. Et voilà, je sais pas pourquoi. Puis je suis pas... je parle pas excellent. Très C'est bien. fou ce que le subconscient peut dire sur notre psyché. Hein? Les C'est- sandwichs. c'est deep, ouais. Ouais, c'est sûr. C'est dit. C'est dit. Tu as une pratique aussi d'improvisatrice. Ben, on en a parlé beaucoup d'improvisation, mais tu as une soirée d'impro au Quai des Brumes que tu fais une fois par mois, Ouais. traditionnellement. Ça fait combien de temps que tu fais ça? À chaque de ces soirées-là, tu invites deux artistes, deux musiciens, musiciennes qui t'accompagnent pour 2 sets 100% improvisés. C'est toujours des super belles soirées. Puis je trouve ça, cette soirée-là, je la trouve très différente d'autres soirées improvisées expérimentales qui se font à Montréal. Il y a vraiment cette couleur-là unique, que c'est pas dans le 100% noise, c'est pas non plus dans le 100% mélodico-harmonique, tu sais, mais vous vous promenez comme entre les deux. Il y a toujours une espèce de rencontre de vous partez vers un truc vraiment plus sonore, plus noise, puis il y a un accord qui arrive, il y a un mode qui vous unit, puis vous repartez ensuite. C'est comme unique dans les soirées que j'ai vues d'improvisation expérimentale. Ben, ça me fait plaisir que tu dises, que tu remarques en fait qu'il n'y a pas de censure stylistique. Parce que moi, je trouve ça super dommage de s'obliger de faire juste du noise ou juste des chops pour improviser. Et je pense qu'une fois plus que genre, il y a plein de langages différents pour improviser et genre, je trouve ça fascinant à quel point, finalement, des fois, des langages complètement différents peuvent être complémentaires. Je me souviens d'un truc qu'on avait fait à la Casa Obscura avec Merlin et Sab, qui font du no-input mixer, du feedback music. Puis on était avec Andrea Gozzi, qui faisait de la guitare, puis moi qui faisais du violon. Puis il y avait genre tellement de textures contrastantes les unes les autres et tellement de langages différents aussi. Et le résultat était tellement satisfaisant parce qu'il y avait vraiment des espèces de strates qui créaient
plein de couleurs différentes. Des moments plus atmosphériques, comme des moments vraiment de conversation. Et c'est marrant, c'est une des soirées peut-être que j'apprenais plus en termes d'improvisation parce que justement, des fois, j'ai peur qu'on se restreigne dans juste quelque chose. Et en fait, c'était vraiment une super belle surprise. Puis c'est ça que j'essaie de faire au Quai des Brumes, en invitant des gens qui sont dans des réseaux différents. Que ce soit la pop, le jazz, le noise, la danse, le théâtre, la performance. Il y a des performances de danse, des fois? Il n'y a pas eu la Danseur. danse encore. OK. J'ai eu une vocaliste qui fait aussi du théâtre. Puis c'était génial parce qu'il y avait vraiment beaucoup plus de conscience du geste. Elle s'exprimait beaucoup avec son corps. Puis mon but, c'est d'inviter des gens qui bougent plus. Parce que pour nous autres compositeurs, compositrices qui sommes très comme dans la tête, juste des fois des gens qui sont vraiment super expressifs avec leur corps, c'est confrontant de les voir, mais en fait, t'es comme, mais oui, genre, c'est ça aussi, genre, l'expressivité. Fait que, ouais, dans le futur, il y aura plus de mouvements. J'aime ça. 3e lundi de chaque mois au Quai des Brumes, Experimental Session. Ça se fait encore, ouais? Ouais. Cool, Ouais, cool. ouais, on Est-ce a que fait- c'était avant hier, ça, le 3e lundi? C'était avant hier. Oui. Non, c'était la semaine passée. Donc là, c'est le mois prochain. Il faut y aller le mois prochain, Là, il y a la pause estivale, mais ça reprend en septembre. en septembre. On va y Génial. être. Donc, on va Mhm. être là au rendez-vous. Je pense que c'est un bon moment pour conclure. Merci beaucoup, neige Salomé. C'était tellement intéressant de t'entendre sur ta musique, sur tes inspirations. Merci, Marin. Gauthier. Merci à toi, Alexis. On se revoit tout bientôt dans un autre épisode du podcast. Incroyable. Merci d'avoir lu mon mémoire. Oui, lisez son mémoire. Lisez son mémoire. C'est Écoutez l'album. c'est out there sur papyrus.com. Merci le Seco. Yeah, Vive le c'est Seco. Love. C'est cool, love.